Le réchauffement climatique et l'ensemble des bouleversements sont tellement présents actuellement que c'est plus une question de dire « Ah, ça va arriver en 2100 ou en 2050, en 2030 ». Tous les effets du réchauffement climatique, on les voit, on les mesure actuellement chez nous et partout dans le monde. Ce n'est pas la peine d'être dans un laboratoire aujourd'hui pour constater le réchauffement climatique. Si on regarde des photos des glaciers dans les Pyrénées ou dans les Alpes à 15 ans d'intervalle, on voit la fonte des glaciers à l'œil nu sans appareillage scientifique. Donc il est ressenti ce réchauffement climatique et du coup il y a une conscience qui se construit à partir de ce vécu. C'était très intéressant de voir que, comme un tableau impressionniste, même si on n'est pas très précis sur le trait, quand on prend du recul, il y a l'image qui apparaît, quoi, que globalement, les risques systémiques des grandes ruptures, où on l'a appelé effondrement, on a mis les pieds dans le plat, sont possibles pour nous qui sommes vivants aujourd'hui, pas pour les générations futures. On ne peut pas démontrer avec certitude que ça va s'effondrer, il y a encore moins une date, et à l'inverse, on ne peut pas démontrer que ça ne va pas arriver. Mais c'est cette incertitude qui nous met en mouvement et qui est intéressante. C'est la pérennité de la vie qui ne va plus de soi. Ou d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous étiez devant votre cuisinière avec une casserole qui est en train de bouillir et que vous réunissiez tout le quartier pour faire une assemblée générale sur comment on évite la catastrophe, mais qu'il y ait une chose qui ne soit pas de l'ordre de la discussion, c'est de réduire le feu sous la casserole. Notre mode de fonctionnement mène la planète à la catastrophe et tout le monde le reconnaît. Il y a 15 jours, le secrétaire général des Nations Unies, devant l'ensemble des dirigeants de la planète, a dit « on est au bord du gouffre, on a 2 ans pour sauver la planète ». Pour le prix Nobel, Paul Crutzen, qui a proposé le mot au début des années 2000, l'Anthropocène se définit par le fait que, je cite, « l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et si intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. » On est passé de l'anthropisation des milieux à l'altération de la planète entière dans l'ensemble de ses fonctionnements. Et pour le groupe international qui s'appelle l'Anthropocene Working Group, qui étudie la reconnaissance de cette nouvelle époque de la Terre par l'Union internationale des sciences géologiques, l'Anthropocène est situé, enfin il propose de situer l'Anthropocène comme dernière époque des temps géologiques, à l'intérieur de ce qu'on appelait l'ère quaternaire quand on était au lycée. Maintenant c'est une période de quaternaire. Dans cette période, jusqu'à présent, il y avait 2 époques, le Pléistocène d'abord, puis l'Holocène. Il propose d'ajouter une 3e époque. Donc l'Holocène, l'époque antérieure, c'est les 12 000 dernières années, c'est en gros le temps depuis la dernière glaciation. Sortir de l'Holocène, c'est aussi sortir d'un certain état relativement stable et habitable de la planète, c'est aussi sortir des certitudes, de la prédictibilité de notre environnement. Je vais un petit peu passer à la question des récits, des différentes lectures, des dimensions politiques et idéologiques de la chose. Il me semble qu'on peut déjà les voir à l'œuvre si on voit les différentes propositions qui ont été faites sur quand a commencé l'Anthropocène. Il y a 5000 ans, lorsque, avec le développement de l'agriculture et l'élevage, on a une augmentation de la teneur en méthane liée à la riziculture, la déforestation et l'élevage. Donc c'est la thèse de l'Early Anthropocene. Ça veut dire qu'en gros, le néolithique est déjà une transformation de la planète. Donc, puisque nous sommes tous héritiers du néolithique, donc nous sommes tous responsables. L'humain en soi est un destructeur de son environnement, c'est dans sa nature, l'homme est un loup pour la terre, vous voyez le genre de caractérisation où il y aurait une nature humaine qui serait profondément écocidaire, et on ne peut rien y changer quelque part, donc la question politique des différents types de sociétés ne se pose même plus, puisque c'est l'espèce qui est coupable dès le début
dès il y a 5000 ans. Donc cette thèse de l'Anthropocène précoce est déjà porteuse d'une certaine lecture politique. C'est la faute de l'humanité. Deuxième, je les prends par ordre chronologique, deuxième proposition qui a été faite, la teneur en parties par million a oscillé pendant tout l'Holocène entre 265 ou 260 et 280 ou 285 parties par million. Donc une petite frange, aujourd'hui on est à 400, 410, et on observe entre 1492, arrivée de Christophe Colomb en Amérique latine, et 1610, un petit creux. Pendant tout le XVIe siècle, ça diminue de 5 parties par million. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est nos 50 millions d'Amérindiens qui ont disparu à cause de la conquête, du travail forcé et surtout des épidémies. Il y avait 55 millions d'Amérindiens à peu près en 1492, il n'y en a plus que 5 en 1650. Ça fait 50 millions de bouches amérindiennes à nourrir en moins. Donc il y a besoin de moins cultiver les champs pour nourrir la population présente en Amérique. On a des anciens champs cultivés qui reviennent à la friche et à la forêt sur tout le continent, qui se met à capturer du carbone et qui explique cette petite baisse parce qu'il y a une capture du carbone. Donc on a un phénomène historique, la conquête de l'Amérique, la naissance du capitalisme, la naissance de l'impérialisme européen, qui se retrouve gravé dans les calottes glaciaires avec cette chute du dioxyde de carbone. Du coup, la thèse du géographe et du climatologue Maslin et Lewis qui ont proposé ce commencement-là, ça consiste à dire, finalement, l'Anthropocène, le basculement de l'Holocène à l'Anthropocène, a commencé avec le capitalisme, avec l'expansion européenne, et donc c'est la faute à des formes de domination coloniale et capitaliste de la planète. Donc vous voyez, il y a une leçon politique implicite également. C'est pas toute l'espèce humaine qui est le coupable, mais c'est un système économique, politique et géopolitique, ce que Wallerstein appelait les systèmes-mondes capitalistes. Troisième date qui a été proposée par Paul Crutzen, justement, c'est la date qu'il a proposée lorsqu'il a mis en avant l'Anthropocène en 2000-2002, c'est la révolution industrielle. Les machines à vapeur, le basculement, le dérèglement du cycle global du carbone. On prend du carbone dans l'atmosphère sous la forme de charbon, on le brûle dans les machines, il se retrouve dans l'atmosphère. C'est ce cycle du carbone qui est profondément bouleversé, et c'est vrai que l'atmosphère dépasse les 285 parties par million, c'est-à-dire sa fourchette haute de l'Holocène, dans les années 1810. Donc c'est au début du 19e siècle que l'atmosphère sort de l'Holocène, on pourrait dire. C'est parce que des énergies fossiles vont être disponibles que toute une série d'aménagements et de transformations de la planète vont se faire. Les transports à longue distance, le chemin de fer, les cargos, la guerre à l'échelle industrielle, les engrais chimiques synthétisés à partir de charbon au début du XXe siècle qui vont bouleverser l'agriculture mondiale au XXe siècle, la tronçonneuse qui permet de couper les forêts beaucoup plus vite. Voilà. Les énergies fossiles décuplent la capacité des sociétés humaines à transformer toute la biosphère, et donc de ce paramètre, disons, carbone et énergie, on peut effectivement faire découler tout un ensemble de transformations de la planète. La leçon politique de ce commencement-là, ça consisterait à dire c'est la faute non pas au capitalisme en général, puisqu'il y avait un capitalisme mercantile, esclavagiste au XVIIe, XVIIIe siècle, mais au capitalisme industriel basé sur les énergies fossiles. Et donc il faudrait aller vers un capitalisme post-carbone, un capitalisme vert. Voilà, c'est les discours du capitalisme vert, de la sortie du capitalisme zéro fossile, de 350.org. Voilà, vous avez toute une série d'acteurs aujourd'hui qui parlent finalement de rester dans le système politique qui est le nôtre, mais en le décarbonant. Dernière proposition de début de l'Anthropocène, c'est celle qui est la plus en vogue chez les stratigraphistes, parce qu'ils cherchent
des preuves dures dans les sédiments, c'est 1945 ou 1950 ou 1963, qui est plus facilement datable dans les sédiments par les marqueurs, les radioéléments. La prolifération des plastiques à partir de 1950, ça va laisser des traces géologiques, des traces sédimentaires. La prolifération de toutes sortes de produits chimiques, en partie qui sont des dérivés du pétrole, des biocides, des insecticides, etc., qui va avoir probablement des effets que des géologues pourront identifier, etc. Alors, la leçon politique de la lecture sous-jacente de ce commencement, ça serait de dire c'est pas la faute de l'espèce humaine, c'est pas la faute du capitalisme, c'est pas la faute de la révolution industrielle, c'est la faute du consumérisme et de la guerre froide. C'est une phase tardive et avancée du capitalisme industriel dans laquelle, pour maintenir l'ordre social dans la guerre froide, on a développé un certain niveau de consumérisme aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Ils vont se faire la course les uns avec les autres. L'Union soviétique a 5% de croissance dans les années 60. Ça fait beaucoup paniquer les experts de l'Ouest, à l'OCDE, qui disent « Ouh là là, on est dans une course à la croissance. Nous aussi, il faut qu'on ait beaucoup de croissance. » Donc chaque camp, pour stabiliser son ordre social et politique, se lance dans une course en avant à l'utilisation des ressources et de la planète, et à une course en avant dans la mise en expérimentation de la planète elle-même avec les essais nucléaires. On atteint une certaine forme de démesure qui serait vraiment le moment où ça deviendrait insoutenable. C'est cette thèse de l'Anthropocène de 1950. Voilà. Donc vous voyez que chaque commencement, ça va être arbitré par des commissions de stratigraphistes, etc. Mais chaque commencement a sa petite morale, sa petite leçon politique, sa petite idéologie sous-jacente qu'on peut s'amuser à décoder. D'après l'historien Tim Mitchell, la construction de l'économie en tant que sphère ontologique indépendante à la fois des dimensions socio-culturelles et physico-écologiques date de 1945 à peu près. C'est la mise en place de la gouvernance par le futur, c'est-à-dire la promesse d'un enrichissement permanent par la croissance économique, la mise en gage du futur par la pratique du crédit et l'invention de la notion de développement avec ses phases obligatoires. Ce qui me paraît en revanche beaucoup plus central, c'est une conception industrielle du monde. C'est la société industrielle qu'on a pu retrouver aussi bien dans le capitalisme que dans les expériences qu'on a appelées socialistes. C'est-à-dire il y a un productivisme fondamental qui certes, sur lequel s'est construit le capitalisme, mais sur lequel pourraient se construire d'autres systèmes alternatifs au capitalisme. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé en Amérique latine, dans des expériences qui se voulaient alternatives justement, et qui ont conservé ce productivisme, qui conserve un rapport instrumental à la nature, un rapport purement utilitaire. La nature, c'est un stock de ressources dans lequel on puise. Elle est là pour nous, et nous, notre devoir pour nous civiliser, c'est de transformer la nature. Si on démontre que c'est le capitalisme, bah ouais, on n'a qu'à être anticapitaliste, et c'est bon, c'est réglé. Mais en fait, le problème, c'est qu'on peut en trouver 25 des causes, et que chacun a sa cause, et du coup, ça bordélise la question des causes, mais aussi la question de l'action, des actions à faire. La déforestation de l'Europe de l'Ouest à la fin du XVIIIe siècle devient une très grande préoccupation et on cherche de façon frénétique les manières de dépasser cette limite physique que les sociétés en croissance démographique, en croissance économique connaissent à l'époque. Puisque le XVIIIe siècle est déjà marqué par une très forte croissance démographique, par une première industrialisation qui ne passe pas par la technique et les promesses de la technique, mais qui passe davantage par l'essor du commerce, par le développement d'échanges à de grandes distances, par l'augmentation de la production, mais dans un premier temps sans changement des bases technologiques, puisque l'augmentation de la production passe d'abord par une intensification du travail des hommes et des animaux, de tous les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle chez les historiens la proto-industrialisation, qui consiste à mettre au travail les ruraux pour réaliser des biens manufacturiers. C'est la mise au travail croissante aussi via le système esclavagiste et la grande traite négrière de populations asservies afin de produire les biens qui seront commercialisés et exportés en Europe. Or, cette croissance démographique industrielle se heurte à un mur écologique que les économistes libéraux du début du XIXe siècle avaient parfaitement vu et avaient parfaitement thématisé. Et évidemment, les promesses technoscientifiques vont naître, une des raisons
de l'enthousiasme, de l'adhésion que vont susciter les promesses scientifiques, c'est qu'elle offre évidemment une alternative. C'est un certain nombre de découvertes et de nouvelles technologies qui vont permettre de lever cette barrière. Bon. La deuxième crise qui caractérise les sociétés du début du XIXe siècle, c'est les crises politiques. On est à l'âge des révolutions où le peuple fait peur. Le peuple fait peur aux élites et les sociétés d'Europe de l'Ouest semblent ingouvernables. Il y a une troisième crise du début du XIXe siècle qui s'associe à ces deux premières, c'est la crise sociale. Les débuts du capitalisme industriel, les débuts de l'industrialisation sont marqués par l'émergence de la grande question du paupérisme. L'enrichissement des nations par le commerce, présenté comme doux par les auteurs du XIXe siècle, s'accompagne d'un accroissement des inégalités et d'une misère de plus en plus flagrante dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest. Et donc je crois que pour comprendre l'essor de ce messianisme technologique, de cette confiance inédite dans les capacités des technologies à transformer le monde pour le meilleur, il faut prendre en compte ce triple contexte qui travaille en profondeur les sociétés du 1er XIXe siècle. Face à l'incapacité à résoudre ces problèmes à la fois sociaux, écologiques et politiques, la science va devenir l'une des principales sources d'espérance pour les populations dans un contexte où l'échec, les déceptions à l'égard des révolutions politiques ont laissé beaucoup d'acteurs orphelins de l'idée que la révolution pouvait transformer le monde. Et on est dans cette situation à partir des années 50-60, où un peu partout en Europe s'installent des régimes autoritaires, où les grandes tentatives de révolution politique de 48, qui avaient suscité énormément d'espérance, d'enthousiasme et d'espoir pour les populations européennes, ont échoué et ont abouti à des régimes dictatoriaux ou à la restauration de monarchies autocratiques un peu partout en Europe. Et c'est significatif que ce soit dans ce contexte-là que beaucoup d'auteurs, y compris d'anciens républicains, d'anciens radicaux, vont de plus en plus transférer leur confiance et leurs espérances dans le travail scientifique et dans les réalisations des sciences et des recherches technologiques. La science s'est construite contre le pouvoir du cléricalisme, contre la religion, et c'est ce qui lui a donné sa force. À une époque, notamment en France, où la religion était l'un des principaux opposants au progrès des démocraties, au progrès du libéralisme, la science s'est construite comme l'ennemi, l'antithèse de la religion oppressive, du catholicisme obscurantiste. Alors il y aurait beaucoup de témoignages, d'illustrations de ce transfert de sacralité, j'en citerai juste un en passant. L'inventeur est le vrai roi, honneur à lui. Il règne de par le génie, le plus grand des droits. Et avec ce génie, il change le monde, non pas seulement matériellement, mais socialement. C'est la machine qui a détruit l'esclavage, ce sera elle qui détruira le prolétariat et créera la société de demain. Là est la loi du progrès. Donc on trouve dans ce texte à la fois l'identification tout à fait nette, désormais à partir de cette époque-là, du savant, scientifique, ingénieur, le nouveau Dieu qui doit construire l'avenir et résoudre les problèmes du présent. On a une Terre qui est presque intégralement exploitée et mise au service d'une seule espèce, l'espèce humaine. Les humains plus nos animaux domestiques, le poulet, c'est l'oiseau le plus fréquent sur la planète aujourd'hui. S'il y a des paléontologues dans 2 millions d'années, ils appelleront plutôt notre époque l'âge du poulet. C'est ce qu'on trouvera le plus dans les fossiles. Nous, plus nos animaux domestiques, les poulets, les vaches, les cochons, on représente 97% du poids de tous les vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3% pour les 20 000 autres espèces de vertébrés terrestres. Vous avez une idée de la place qu'on prend sur la planète. 90% de la photosynthèse qui se fait dans les espaces terrestres se fait dans des espaces plus ou moins contrôlés par les humains. 15% des flux hydriques sont perturbés par les 50 000 barrages que nous avons construits. Les activités humaines charrient plus de roches, de sédiments, de sable que toutes les eaux et les vents réunis de la planète. Donc ça renvoie à cette idée d'une planète entièrement aménagée, transformée par des humains qui sont devenus une force géologique. Actuellement, on a passé les 100 millions de barils jour de consommation de pétrole. 100 millions de barils, ça veut dire que si vous mettez tous les barils les uns à côté des autres, vous faites une fois le tour de la Terre. C'est ce qu'on consomme en un jour. En fait, la technologie a largement progressé, ce qui permet d'extraire des hydrocarbures actuellement qu'on ne pouvait pas extraire dans les années 50.
12% de l'énergie utilisée au niveau mondial actuellement est utilisée pour la fabrication de ciment, acier, aluminium. 40% de l'énergie utilisée par l'industrie est utilisée pour la fabrication de ces matières premières. Donc vous voyez que c'est quand même assez énorme. C'est responsable de 50% des émissions de CO2. Nous sommes à plus 70% d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 25 ans de négociations sur le réchauffement climatique. Et ces émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017 et 2018 partout sur la planète, y compris dans les pays du Nord, y compris en France, qui se veut le meilleur des pays du Nord en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. À aucun moment, aucun pays, aucune institution internationale n'a jamais proposé de réguler, réduire, limiter, contraindre ou interdire l'exploitation des énergies fossiles. Alors que nous savons que 80% des émissions de gaz à effet de serre, qui sont donc à l'origine du réchauffement climatique, sont issues de la combustion des énergies fossiles. Pour arriver à convaincre qu'il était nécessaire de réformer le droit, le livre que j'ai écrit en 2015 se construit selon deux parties. Une première, qui est d'abord un bilan des impacts de l'activité industrielle, et donc finalement de la main de l'homme, les stigmates de l'Anthropocène, en allant chercher donc finalement les liens, d'une part les types d'industrie, donc que ce soit effectivement pétrole, gaz, charbon, mais aussi la plasturgie, le piège nucléaire, l'extraction minière, les grands barrages, l'industrie agroalimentaire, d'aller pointer du doigt donc les conséquences sur la nature et la manière aussi dont cette activité industrielle augmente les inégalités dans le monde et touche au final les plus vulnérables qui deviennent les nouveaux esclaves de notre civilisation actuelle. Alors c'est une partie du livre qui est forcément assez déprimante. Je me suis même arrêtée pendant un mois d'écrire à un moment donné, parce qu'à force d'aller chercher, en tant que juriste, je ne suis pas scientifique, donc il fallait que j'aille chercher l'information et que je la comprenne et que je la vulgarise à travers les publications de Science, de Nature, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, on est complètement foutu, quoi. C'est pas possible, je veux dire, ce qu'on a... J'avais jamais trouvé, c'est le problème que l'on a en France, c'est que si vous regardez les discours et les combats écologistes, la plupart des personnalités qui portent ces combats et ces discours vont se focaliser sur une problématique. Et les médias font la même chose. On va vous parler des pesticides, on va vous parler du nucléaire, donc on va vous solliciter sur des pétitions qui vont toucher à différents aspects de l'écosystème terrestre, ce qui crée dans notre esprit un morcellement de la nature, et qui est tout à fait symptomatique finalement de la manière dont les Occidentaux se perçoivent au sein de la nature et la manière dont ils la décrivent. Et cet état des lieux m'a permis après d'aller justement chercher les écueils du droit, et en particulier le premier qui m'est apparu, c'était ce morcellement. Nous avons inscrit dans le droit occidental, droit qui s'est imposé au monde entier, d'une part une vision anthropocentrée du monde, c'est-à-dire où nous parlons d'environnement, et d'ailleurs nous parlons de droit de l'environnement, c'est-à-dire que nous parlons de quelque chose qui nous entoure, qui nous environne, mais qui induit l'idée que nous n'en faisons pas partie. Et si nous pesons lourd en termes de biomasse, nous pesons quasiment rien en termes de carbone. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 0,016 tonnes de carbone. Nous sommes dans le buisson du vivant, une minuscule espèce. Le végétal étant principalement ce qui occupe la planète, et la vie animale étant principalement dans les océans. Aujourd'hui, avec 410 parties par million de molécules de carbone dans l'air de notre atmosphère, on a atteint une concentration du carbone qui n'avait pas été atteinte depuis 2 à 5 millions d'années sur Terre. Donc on n'a pas du tout la même atmosphère qu'au XVIIIe siècle. On a gagné 1 degré depuis le XIXe siècle, et les prévisions
vont de +2 à +6 degrés pour le XXIe siècle, selon les mesures qui seront prises ou pas prises au plan national et international. Quand bien même on se maintiendrait à, disons, +2 degrés, ce niveau d'augmentation est inégalé à l'échelle de l'histoire humaine. On est aussi au-delà des oscillations que la Terre a connues depuis plusieurs centaines de milliers d'années, puisqu'on a à peu près tous les 100 000 ans un cycle glaciaire-interglaciaire. Alors ça, évidemment, ça a des impacts sur l'habitabilité de la planète. Rien que +2, +3 degrés dans quelques décennies, c'est des centaines de millions de personnes qui doivent quitter leur maison, qui sont jetées sur les routes, qui, à cause de la sécheresse, qui à cause d'inondations, qui à cause d'ouragans, qui à cause de montée des eaux dans les régions côtières, qui à cause d'incendies. Les incendies, ils ont eu lieu aussi bien en Californie qu'en Australie, qu'en Suède, qu'au Portugal, qu'en Grèce. Donc il y a des communautés d'expérience, des inondations qui ont touché pendant l'été 2017 le Miami, etc. C'était aussi au même moment, il y avait les inondations du Bangladesh, de Bombay qui étaient sous les eaux, etc., etc. Donc des communautés d'expérience véritablement liées justement à ce passage dans l'Anthropocène. Le nombre de séismes a été multiplié par 20 aux États-Unis dans les 15 dernières années par rapport à la moyenne du XXe siècle. Pourquoi? C'est lié à l'extraction du gaz de schiste. On peut se dire, tiens, localement, il y a un effet des activités humaines sur des phénomènes géophysiques qui autrefois étaient peu influencés par les activités humaines. Cette idée-là, elle est vraie à l'échelle planétaire. Il y a des travaux maintenant qui montrent que les phénomènes volcaniques, qui jusqu'à présent ne s'expliquaient pas par des causalités humaines, sont en partie influencés par les transformations causées par les activités humaines sur le système Terre, et notamment la fonte des masses glaciaires des pôles change le jeu des forces et des masses qui s'exercent sur la croûte terrestre, ce qui a des influences sur les phénomènes magmatiques et volcaniques. Alors ça ne veut pas dire que c'est les causalités principales, mais en tout cas c'est une des causalités qui joue son rôle, y compris dans ces phénomènes géophysiques aujourd'hui, que jusqu'à présent on n'expliquait jamais avec des causalités humaines. J'ai surtout, au milieu des années 90, commencé à voir que les controverses, elles étaient assez vaines, qu'on en savait suffisamment pour pouvoir prouver qu'il y avait bien un réchauffement qui allait entraîner des dérèglements climatiques graves, et que l'ampleur de ce qui était prévu si on ne changeait pas nos comportements, c'était un réchauffement qui pouvait de 4, 5, voire plus de degrés, et en prenant conscience qu'à l'échelle planétaire, un réchauffement de 4 à 5 degrés, c'est l'inverse d'une ère glaciaire. Donc par rapport à ce que la plupart des gens pensent en disant bon oui, s'il fait 2 ou 3 degrés de plus, ou même 4 degrés de plus, on va s'adapter, le printemps sera plus précoce, ou on aura des plus beaux automnes ou des hivers moins froids, en fait on se trouve dans des bouleversements qui vont complètement transformer toute l'écologie de la planète, avec donc une menace sur la biodiversité et de plus en plus d'événements extrêmes du type canicule, du type tempête ou cyclone. Donc quelque chose auquel la plupart des sociétés humaines, y compris dans les pays de la première industrialisation, les pays du Nord, auront du mal à résister, parce que globalement l'impact à la fois matériel et économique sera, si on ne fait rien, vraiment très très grave. Quand on prend le bus et qu'on loupe l'arrêt qu'on voulait prendre, on n'attend pas d'aller au terminus pour sortir du bus, on sort à l'arrêt suivant. Donc mes collègues scientifiques se sont concentrés sur l'objectif 1,5 degré. Chaque demi-degré compte. En gros, entre les années 60 et les années 2000, on a pris 0,5 degrés. Et ces 0,5 degrés, on le voit sur la fréquence des événements extrêmes. C'est tous les phénomènes d'inondation qu'on prend en France. La fréquence des événements extrêmes a changé. Donc en gros, 0,5 degrés,
c'est pas rien. Donc aujourd'hui on a 1 degré, 1,5 degré c'est pas rien, 2 degrés c'est pas rien, 2,5 degrés c'est pas rien. Et c'est juste d'organiser une réponse et de vraiment faire prendre conscience à la société civile et aux parties prenantes de l'urgence. Donc là c'est une rosace qui présente en anomalie l'évolution de la température par rapport au niveau pré-industriel, avec une fluctuation de moins 2 degrés et plus 2 degrés, qui représente les fluctuations d'année en année du climat. Et là, on représente les différents pays. Donc on voit que d'année en année, on a des fluctuations pays par pays, mais petit à petit, on voit apparaître une tendance à un réchauffement global qui s'installe à partir des années 50 jusqu'à devenir de plus en plus fort. Sur les années 80, on a l'impression que le réchauffement s'amplifie de plus en plus. Et on voit en particulier sur la zone européenne qu'on a un réchauffement qui dépasse petit à petit le 1,5 degré, voire 2 degrés. Donc ça, c'est vraiment les fluctuations de la température d'année en année et on voit vraiment comment ça se passe dans les différents pays. Et ça explique pourquoi on a un ressenti différent que l'on se place en France ou que l'on se place par exemple sur un autre continent. Là, je vous présente l'évolution de la température de 1960 à 2017 par rapport à la période qui est considérée comme la période pré-industrielle, qui est 1850-1900. Donc je vous représente en trait grisé les fluctuations d'année en année qu'on a vues précédemment, mais sur la moyenne globale, donc sur le globe tout entier. Et on arrive, avec des connaissances de détection-attribution, à imputer la part du réchauffement exclusivement liée aux activités humaines. Et ce que nous dit l'évaluation des scientifiques qui ont contribué au premier chapitre du rapport spécial sur le réchauffement planétaire à 1,5 degré, c'est qu'en 2017, le réchauffement global imputé aux activités humaines, et non pas uniquement à l'activité humaine et la variabilité du climat, uniquement aux activités humaines, est déjà de 1 degré. Et les effets sont déjà visibles pour pas mal de systèmes humains ou naturels. Je vais en parler par la suite. Au rythme actuel du réchauffement, on dépasserait ce seuil de 1,5 degré entre 2030 et 2052. Si on s'intéresse au signal total, c'est-à-dire au réchauffement lié aux activités humaines, mais également à la variabilité naturelle du climat comme le phénomène El Niño, on pourrait s'attendre à un dépassement de ce seuil en température 1,5 degré avant, aux alentours des 2020. Et les émissions, ça c'est un point important, c'est que les émissions passées ne conduisent pas inéluctablement à dépasser ce seuil en température. Donc ça veut dire que, imaginons qu'aujourd'hui, on décide de tout arrêter. On ne fait plus d'énergie à partir des énergies fossiles. On laisse tout le charbon et tout le pétrole sous le sol. On arrête tout transport, toute activité et on coupe nos émissions, on les réduit à zéro. Si on laisse le système Terre comme ça, on n'arrive pas à dépasser ce seuil en température. Cela montre qu'on a encore une marge de manœuvre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Voilà, il faut repartir à pied. Ce qu'on vit, c'est pas juste une crise écologique, fût-elle planétaire, parce qu'une crise, ça donne l'impression que c'est provisoire, dans 10 ans ou dans 30 ans, en faisant ce qu'il faut, on va en sortir. Non, 80% des gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui seront encore là dans 1000 ans. Donc il y a déjà des processus irréversibles. Quand bien même on arrêterait d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui, il faudrait plusieurs millénaires pour que l'atmosphère retrouve son état de l'Holocène, c'est-à-dire qu'elle retrouve son état du XVIIIe siècle. Donc on est déjà dans un certain nombre de dynamiques de long terme, d'irréversibilité partielle, pas totale, qui font que notre crise écologique, ce qu'on appelait avant crise écologique, a pris une ampleur géologique. Donc ce qu'on vit, c'est pas une crise écologique, c'est un déraillement géologique. Ça, c'est la première thèse. Deuxième thèse, ce déraillement est d'origine humaine, exactement comme la thèse du changement climatique d'origine humaine. Et troisièmement, ce qu'il y a derrière ça, c'est que du coup, l'humanité est dans une situation nouvelle. La crise de biodiversité qu'on connaît, 6e extinction, son dernier équivalent dans l'histoire de la Terre, c'est il y a 65 millions d'années. La dernière fois qu'il y a eu plus de 400 parties par million dans l'atmosphère, c'est il y a peut-être 2-3 millions d'années.
la dernière fois qu'il y a autant que les océans sont aussi acides. Et cette question de l'acidité des océans est cruciale pour la survie des récifs coralliens, qui sont des lieux où toute une partie de la biodiversité des océans se reconstitue. La dernière fois que les océans ont été aussi acides, c'était il y a 300 millions d'années. L'espèce humaine, Homo sapiens, n'a que quelques centaines de milliers d'années. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation, dans un état de la planète Terre qu'aucun Homo sapiens n'a connu jusqu'à présent. Pour ceux qui nous ont précédés, la pérennité de la vie sur la Terre, à l'échelle humaine, allait de soi. Alors que là, à une échelle courte, si nous continuons sur cette trajectoire, c'est la vie elle-même, sur toutes ses formes, qui est, ou en tout cas sur des formes dominantes, qui est menacée. Edward Wilson, qui a propulsé un petit peu la notion de biodiversité, travaille en sociobiologie sur les fourmis dans les forêts tropicales. Il a cette idée qu'on perd probablement des espèces avant même de connaître leur nom. Et donc il porte cette notion de biodiversité pour essayer de mettre en évidence que se joue peut-être une crise de la biodiversité, donc de cette extinction des espèces, avant même qu'on ait pu avoir la chance de les découvrir. Donc aujourd'hui, l'humanité émet environ 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Il faudrait abattre nos émissions de quasiment 50% en 2030. Donc on a un abattement de 20% pour 2 degrés, mais 50% pour 1,5 degré. Et ce que nous dit ce rapport, c'est qu'il faudrait également atteindre la neutralité carbone en 2050 pour être compatible avec un réchauffement à 1,5 degré. Et le dernier rapport que l'UNEP a publié il y a quelques semaines nous dit qu'il faudrait multiplier par 3 les contributions nationales qui ont été soumises pour l'accord de Paris pour être compatible avec un réchauffement à 1,5 degré. Pour limiter ce réchauffement et pour éviter que la baignoire se remplisse plus que ce qu'elle est aujourd'hui, il ne faut pas juste diminuer le robinet et s'assurer qu'il y a un petit filet d'eau, il faut vraiment fermer le robinet. Ok ? C'est vraiment, il n'y a plus d'émissions. Là, à ce moment-là, le volume d'eau dans la baignoire n'augmente plus. Donc là, en gros, c'est la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère qui participe à l'effet de serre et qui participe au réchauffement. Pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré, il faut faire plus que fermer le robinet, ou réduire le robinet, parce qu'il faut réduire le robinet et ouvrir une bande. Il faut agir comme ça pour retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Une augmentation relative de 4 pour 1000 par an des stocks de matière organique des sols suffirait à compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Ça veut dire que, avec cette augmentation apparemment très faible de 4 pour 1000, c'est même en dessous du taux de rendement du livret A, pour la vie courante, en fait, on pourrait piéger tout le CO2 émis par les activités humaines et même compenser l'effet des autres gaz à effet de serre. Alors ça, c'est une nouvelle carrément énorme. Ce désastre climatique qui s'annonce, en fait, c'était qu'un mauvais rêve. Certes, on a un peu transformé l'atmosphère, mais maintenant, on va avoir de la géo-ingénierie, des technologies de capture du carbone. On va faire des 4x4 en nanocarbone, du coup, ils pèseront moins lourd. On va faire des forêts ou des plantes OGM super productives, du coup, on aura besoin de moins de surface et on va pouvoir préserver les forêts. La seule solution au problème de la planète, c'est un surcroît d'innovation technologique et un surcroît de solutions de marché. Dans le terme anthropocène, il y a anthropos, l'homme, c'est un terme anthropocentré, tout simplement. Et à partir de là, de se dire, ah ben j'ai mon âge géologique, donc je suis tout puissant, donc c'est pas grave, comme surpuissant, on va aller tout réparer. L'homme tout puissant a cassé le climat, par exemple, puisqu'il y a le réchauffement climatique. Eh bien l'homme tout puissant imagine des tas de dispositifs de géo-ingénierie, tous plus difficiles à mettre en œuvre que les uns que les autres et qui de toute façon ne sont pas durables. Envoyer des poussières dans la stratosphère, ça va faire un parasol, la température elle montera de toute façon. On a pensé à fertiliser les océans, on a pensé à envoyer des miroirs dans l'espace. L'homme il a des idées mais inimaginables. Au Japon, suite au séisme de Tohoku de 2011 et à la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais a produit sa grande muraille du Japon, 400 km d'un mur de 7 à 14 mètres de haut, 400 km discontinu, pour un montant de 10 milliards de dollars à livrer à l'horizon 2020. En France, deuxième exemple, on a les papis
les programmes d'action de prévention du risque d'inondation. C'est un outil qui fédère différents dispositifs de gestion des risques d'inondation à l'échelle des collectivités. Et quand on se penche sur le budget à l'échelle nationale de la deuxième génération de ces papiers, on s'aperçoit que 93% du budget concerne l'écoulement hydraulique, le ralentissement dynamique. Par exemple, on va renforcer des piles de ponts qui sont affouillées par un courant d'eau trop puissant, puisqu'on a bétonné l'amont du bassin versant et l'eau arrive avec plus de force sur des piles de ponts qui n'étaient pas calibrées pour la force de ce courant-là, et on doit répondre par des travaux qui interviennent sur le... Vous voyez entrer la boucle de rétroaction, des travaux appellent plus de travaux qui eux-mêmes appellent des travaux en réponse aux problèmes provoqués par les travaux. Il n'y a pas de lien entre la menace et les dommages. On peut avoir des très grosses hauteurs d'eau avec peu de dommages et de faibles hauteurs d'eau avec beaucoup de dommages. Pareil pour les tempêtes. Les régions les plus battues par les tempêtes en France, qui sont sur l'ouest Atlantique ou la Bretagne, par exemple, ne sont pas les régions où on trouve le plus de dommages. Donc il ne sert à rien de concentrer l'effort sur le dommage, l'impact, l'aléa, avec l'espoir de réduire les dommages, parce qu'il n'y a pas de lien déterminant entre l'aléa, la menace et les dommages. Et pourtant, contre toute évidence, malgré les retours d'expérience, on continue à formuler les réponses aux risques en termes de connaissance, de maîtrise, de contention de l'aléa, de sa puissance destructrice. On ne peut pas ne rien faire suite à une catastrophe, et il dit que ça se voit. En tout cas, ça se voit beaucoup plus que le changement du règlement des prescriptions dans l'usage du sol, qui est quelque chose de beaucoup plus sioux, qui va avoir affaire à des intérêts fonciers, par exemple. Bon. On continue parce qu'il y a des lobbies. Les lobbies du BTP sont connus dans le soutien aux deux principaux partis au Japon, en l'occurrence, mais on ne peut pas dire que le lobby du béton soit étranger au cas français. Et on continue aussi parce que c'est une forme de dépolitisation. Se concentrer sur l'aléa et la menace naturelle, ça empêche de se demander qu'est-ce qui est un risque, pour qui, à quelle échelle, dans quelles circonstances. Et on essaye de dissimuler le défaut de compétences et l'incapacité du politique en ayant recours aux scientifiques. On va évidemment de plus en plus s'en remettre à la science, qui devient finalement une solution alternative à cette incapacité croissante des hommes politiques à trouver des réponses ou des solutions. Et je pense que cette impuissance du politique qui a été construite, on le sait, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, par ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui n'est pas un retrait de l'État, mais une organisation de l'État pour que le marché fonctionne. D'ailleurs, les politiques eux-mêmes passent leur temps, en réalité, pour dissimuler leur incapacité à proposer une vision du monde, pour penser des réformes de la société et du politique. Ils passent leur temps à s'en remettre aux scientifiques, comme si c'était le rôle des scientifiques de pallier les insuffisances ou l'incapacité des sociétés à construire un avenir collectif commun. Il y a eu une révision à la baisse assez rapide en fait, du potentiel annoncé. Donc, on est passé donc, de 8,9 à 3,7 dans l'annonce de ce qui était possible de capter. Et cette dernière quantité correspond en fait à l'arrêt de l'augmentation annuelle de CO2. En fait, sur tout le CO2 qui est recraché par les activités humaines, il y a à peu près la moitié qui est stocké dans des puits naturels, donc qui disparaît. Mais en gros, les limitations qui ont été opposées à ce projet, il y a d'abord des contestations sur les chiffres utilisés dans les hypothèses, surface agricole utilisée. Il y a des inconnus sur la réponse aux bonnes pratiques des sols. On va accumuler du carbone dans les sols, c'est pas forcément comme ça qu'on va en stocker à long terme. À quelle vitesse on peut mettre en œuvre ce programme complet? En gros, la conclusion, c'est que ça va prendre des décennies, ne serait-ce que pour mettre en action 460 millions de fermes dans 111 pays. En rouge, c'est que les sols de la planète ne pourront pas nous épargner l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le temps court qui nous est imparti, parce que voilà, que ce soit les objectifs du plus 1,5 ou plus 2 degrés, les scénarios exigent que la décroissance des émissions soit très importante d'ici 2030. Donc la priorité reste la réduction des émissions. 60% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global sont le fait de 90 multinationales. Ce sont les mêmes qui pratiquent l'évasion fiscale, etc. En tête, il y a les multinationales pétrolières, les multinationales dans l'extraction en général, multinationales dans les mines, hein, tout ce qui est aussi du domaine du commerce. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les multinationales échappent à la justice? Le droit international, qui s'est construit pour maintenir la paix et qui s'est véritablement structuré après la Seconde Guerre mondiale, est un droit qui s'est d'abord et avant tout préoccupé des liens entre les États. Et l'apogée des multinationales date plutôt des années 70. Et elles ont réussi de cette manière à échapper à
à ne pas devenir de vrais sujets de droit internationaux, dans le sens où elles ne sont pas soumises aux obligations des États en termes de respect des droits humains et du respect du droit de l'environnement. Il n'y aura pas de transition énergétique qui soit à la hauteur du défi climatique s'il n'y a pas de définanciarisation du secteur de l'énergie. Et donc cette définanciarisation, elle passe par des exigences relativement simples. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut reprendre le contrôle sur Total. Reprendre le contrôle sur l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, en fait, sont ceux qui définissent la politique énergétique mondiale, que sont les multinationales de l'énergie. L'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au commerce international, des biens qui sont échangés à travers la planète, mais également l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de l'aviation civile, c'est-à-dire quand nous prenons l'avion d'un pays à un autre, ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Ces émissions de gaz à effet de serre, elles représentent grosso modo les émissions de l'Allemagne et de la Corée du Sud réunies, 5, 6, 7%, on a du mal à les évaluer, en croissance exponentielle. L'aviation a prévu d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre de plus de 150 à 400% selon les plans d'ici 15 à 20 ans. Ces émissions de gaz à effet de serre ne sont pas couvertes par l'accord de Paris. Parce qu'il a été décidé dans ces négociations qu'on ne pouvait pas attribuer ces émissions de gaz à effet de serre à un pays en particulier. Les États peuvent prendre des mesures en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Par contre, il y a une petite chose qu'il ne faut pas toucher, c'est des régulations qui viendraient remettre en cause les règles du commerce international. Donc vous avez le droit de toucher à peu près tout ce que vous voulez. Il y a une petite chose qu'il ne faut pas toucher, c'est une des dynamiques majeures aujourd'hui du déploiement et du développement du capitalisme et de l'économie mondiale telle qu'elle existe. Il y a des études qui ont tenté d'essayer de voir quel était le lien empirique, statistique, entre un point de croissance de PIB, donc quand vous avez un point de PIB supplémentaire, qu'est-ce que ça signifie en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Un point d'augmentation de PIB, on a 0,7 points d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc globalement, la croissance économique, aujourd'hui, est antinomique avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un point factuel, une statistique, une donnée. Il n'est pas raisonnable aujourd'hui de discuter réchauffement climatique sans discuter de la croissance économique, sans discuter de la financiarisation du secteur de l'énergie et de l'économie dans son ensemble, et sans discuter du commerce international et des règles qui l'organisent et qui organisent l'économie mondiale. Sortir du capitalisme, c'est souvent un peu incantatoire. C'est en ce sens que je ne me retrouve pas complètement dans cette notion de capitalocène. Il faut sortir du capitalisme. Ok. Où est la sortie? Par où on commence? Ce que nous pourrions faire, qui est à notre portée, tout de suite, c'est d'arrêter de le fabriquer. Et c'est un peu différent, parce que ça, c'est à notre portée. Arrêter par nos actions, collectives ou individuelles, de fabriquer, de faire perdurer un modèle qui, effectivement, nous conduit dans le mur. Pour un scénario de transition moyen, on va dire, qui est du WWF, donc on passe à tout renouvelable en 2050, mais on réduit beaucoup la consommation d'énergie. Bon, c'est 90 millions de tonnes de cuivre pour la génération d'électricité à partir de sources renouvelables. Environ 3 millions de tonnes de cuivre pour le stockage d'électricité, 5 millions de tonnes pour la distribution, et puis environ 100 millions de tonnes pour le transport. Si on additionne tout ça, ça nous fait entre 150 et 300 millions de tonnes, bon ça dépend des scénarios. Pour la production d'électricité et de transport, ça représente 7 à 15 fois le cuivre qu'on produit mondialement actuellement pour toutes les applications, et qu'il faudra réserver uniquement pour l'électricité en utilisant des sources renouvelables. Donc si on met ça, la quantité de cuivre dont on a besoin, et qu'on compare à la quantité de cuivre totale pour toutes les applications, ben on voit qu'ici on a un point mûr quand même, c'est les années 2030, 2040, 2050. Actuellement, on consomme environ 20 millions de tonnes de cuivre par an, et on devrait en consommer 70 millions de tonnes en 2100. Ça veut dire qu'on va plus que tripler la consommation si on reste sur des tendances de ce type-là. Depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, on a produit environ 750 millions de tonnes de cuivre. D'accord? Dans les 30 prochaines années, il faudra en produire 1 milliard.
Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, si on veut suivre la tendance que je vous ai montrée précédemment, il faudra produire plus de cuivre que tout ce qu'on a produit depuis l'aube de l'humanité. Si on veut continuer sur la même tendance, entre 2050 et 2100, il faudra produire 2 milliards supplémentaires. En 100 ans, on a extrait 6 milliards de tonnes de roches de ce trou pour produire 18 millions de tonnes de cuivre. 18 millions de tonnes de cuivre, c'est l'équivalent d'une année de consommation actuelle. D'accord ? Donc si on veut continuer sur cette tendance-là, ça veut dire qu'il faut 55 mines de ce type-là d'ici 2050, 160 mines de ce type-là pour la fin du siècle. On aurait pu à une époque compter sur la pénurie des ressources, les années 70, le rapport au Club de Rome. Le principal débat sur les limites de la planète était en termes de pénurie de pétrole. Les États-Unis ont passé leur pic de pétrole en 70, donc le monde l'a passé dans les années 2005 au niveau du pétrole conventionnel, mais manque de chance. Il y a les non conventionnels, il y a le gaz de schiste, il y a le pétrole de l'Arctique qui devient accessible au fur et à mesure que la banquise fond, etc., etc. Ce qui fait que malheureusement, on ne peut pas attendre on ne peut pas compter sur les pénuries de ressources pour arrêter le réchauffement climatique avant que ça soit dramatique. Zéro carbone fossile, ça veut dire plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon, à horizon de 30 à 50 ans, et sachant que ces énergies représentent 80% de l'énergie mondiale. Donc l'énergie mondiale qui sert aussi bien pour les transports, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'habitat. Donc ça veut dire qu'il va falloir un changement complet de paradigme et qu'on ne peut plus rester dans cette logique de croissance à tout prix dans lequel on vit depuis quelques siècles, et qu'il va falloir changer et qu'il va même falloir sortir de la logique de développement durable. La plupart des gens ont l'impression que le développement durable est une bonne chose. Il faut savoir que le développement durable, en fait, a été inventé à la fin des années 80 pour éviter la remise en question du système. Le développement durable, sa base, c'est de dire que ce sont les pauvres qui détruisent l'environnement. Et pour arriver à donc arrêter la destruction de l'environnement, il faut arrêter qu'il y ait des pauvres. Donc il faut plus qu'il y ait de pauvres, il faut donc que tout le monde devienne riche, que tout le monde se développe, et comme ça, d'après la théorie du développement durable, il n'y aurait plus de dégradation de l'environnement. Alors, on voit bien que c'est absurde, c'est-à-dire que les pays les plus industrialisés, les pays qui ont le PIB ou l'IDH, l'indice de développement humain, le plus élevé, sont ceux qui vont avoir l'empreinte écologique la plus forte, la plus grave. Quoique disent certains, on ne peut pas découpler le développement de la croissance et faire croire qu'on peut continuer une croissance infinie tout en respectant l'environnement. Comment on a construit du pacte social depuis 2 siècles? On a agrandi le gâteau à se partager. Mais les inégalités n'ont pas forcément diminué. Qu'elles sont aujourd'hui, en France, au même niveau qu'en 1913 et qu'en 1789. Ce qui fait qu'il y a un certain ordre social malgré tout, et que les pauvres ne font pas trop le bazar, quoique en ce moment ça bouge un peu, c'est qu'on a agrandi le gâteau. Donc on a acheté la paix sociale par cet agrandissement. À partir du moment, dans une terre fragile aux ressources finies, comment on repense la question de l'égalité dans un gâteau qui ne s'agrandit plus beaucoup? Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, moi je trouve que c'est une leçon du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Finalement, dans les débats qu'on a entendus ces derniers mois, il n'y a quasiment plus personne qui a proposé sérieusement, ni parmi les Gilets jaunes, ni parmi au gouvernement, de dire « faisons donc plus de croissance et tout ira mieux ». S'il y a un endroit où il faut diminuer la population, c'est là où la densité de population est la plus forte. C'est dans les pays riches industriels. L'empreinte écologique, la densité de population chez nous, les politiques très natalistes chez nous, la prime au 3e enfant. Les politiques de transition démographique ont un impact sur l'évolution de la démographie à 20, 30, 50 ans.
Si on prend la gravité de la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés, où il faut des transformations extrêmement profondes, à 5 ans, 10 ans, 15 ans maximum, avec des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre, il y a une politique de transition démographique qui est absolument efficace. C'est d'éradiquer le 1,4 milliard de riches sur la planète. Moi, je veux bien qu'on en discute. Et nous sommes toutes et tous partie prenante de ce 1,4 milliard dans la salle. La norme, c'est pas la croissance gentillette, c'est des phases de croissance, des phases d'effondrement, des phases de recomposition. Ça, c'est un article fondamental de 73 qui bouleverse l'écologie et qui va se retrouver dans toutes les interprétations de la société autour des théories de l'effondrement, de la résilience. L'imaginaire de la croissance indéfinie ne fonctionne pas. Il y a des moments de rupture, de non-linéarité, et ces moments-là, il faut les regarder en face, il faut les préparer, etc. Et à l'intérieur de ce champ-là, se pose la question, c'est est-ce qu'on peut traverser les effondrements uniquement par des régimes autoritaires qui vont rationner, planifier les ressources, etc. Ou est-ce qu'il y a des voies démocratiques possibles à des échelles plus locales, pensez au milieu ZAD, éco-anarchiste, etc. Vous pouvez avoir des débats politiques à l'intérieur de ce modèle effondrementiste. Il y a eu la démission surtout de Nicolas Hulot, en tout cas en France, qui a fait un grand déclic, une grande fracture dans l'imaginaire, dans le sens où les masques sont tombés, maintenant c'est foutu, le gouvernement peut rien, donc voilà, il y a une sorte d'angoisse qui s'est lâchée. Il y a eu le rapport du GIEC à la rentrée, il y a eu plein de choses. Cette apparition de la lutte des Gilets jaunes est sans doute le symptôme d'un changement d'époque. Je ne sais pas si on dit époque, ère, etc. Et que c'est peut-être le début d'un certain type de lutte. On en parlait tout à l'heure par rapport aux Gilets jaunes. Il y a vraiment une sorte de dynamique d'essai-erreur. Essayer, sentir, répondre par des boucles de rétroaction. Et forcément, ça implique le foirage, mais le foirage fait partie de la vie, fait partie des processus du vivant, et c'est ok de foirer. Et j'irai même plus loin, il faut cultiver le dissensus, le fait que quand vous avez une forêt brûle, il n'y a pas juste un type de jeunes pousses qui va émerger. Il y a toute une diversité, et ça va être un gros bazar, et ça va pousser dans tous les sens, il va y avoir de la compétition et de la coopération, et c'est cette diversité qui est garante de résilience. Et pas, au contraire, pas une pensée homogène, monochrome, un gars qui arrive, je dis un gars, mais ça peut être quelqu'un qui arrive avec une solution. Voilà, il faut en général changer de trottoir, c'est pas bon signe. En général, ils ont des costumes gris. Il faut changer de trottoir, ça marche pas. Et donc cultiver le dissensus, c'est ça, c'est créer des zones de conflit, de lutte, de recherche-action. On enrichit nos possibilités de retomber sur nos pattes si l'environnement change plus ou moins brutalement. Donc comment on apprend à vivre avec l'idée d'effondrement, avec l'idée que peut-être qu'il n'y aura pas de génération future, que peut-être nos enfants, ils vont crever la gueule ouverte, comme on disait dans les années 70, parce que la tentation est grande de tout mettre sous le tapis et de revenir dans un déni qui nous maintient en fait, c'est un des grands verrouillages psychologiques. On peut imaginer des pays riches qui deviennent des forteresses, qui se protègent encore plus de périphéries paupérisées, de territoires qui sont un peu livrés aux guerres civiles et à la bataille pour l'appropriation des ressources par ces grandes puissances. Pensez ce qu'a été le Congo dans les 20 dernières années, un mélange de guerre civile et d'extractivisme extrêmement violent, le Moyen-Orient, et imaginez ça sur des territoires beaucoup plus vastes de la planète. Ce genre de scénario me paraît beaucoup plus probable que de penser dans la fin de l'espèce humaine, une espèce de sublime de la disparition de l'humanité, que je trouve pas très probable finalement, moins probable qu'à l'époque de la guerre froide et du risque d'hiver nucléaire en tout cas, et qui surtout ont tendance à dépolitiser
les questions. On a l'impression que c'est toute l'humanité de façon indifférenciée qui est menacée de la même façon par une espèce de grande catastrophe un peu indifférenciée qui serait au devant de l'espèce humaine quelque part dans le futur. Non, en fait, c'est pas un effondrement, c'est des catastrophes qui sont déjà présentes depuis l'effondrement amérindien avec la colonisation américaine à partir de 1492. Donc c'est un effondrement. Donc les effondrements ont déjà commencé. Ils sont socialement différenciés, ils vont affecter différemment différents territoires. Il y aura des territoires vainqueurs. La Sibérie, le nord de l'Arctique sont dans une phase de développement extractiviste incroyable. Les Russes, avec des capitaux chinois, sont en train d'aménager ces ports à coups de centrales nucléaires flottantes pour installer des nouvelles villes et des nouvelles mines d'exploitation de gaz et de pétrole de l'Arctique. L'Arctique, quand il n'y aura plus de banquise, va faire gagner 3 semaines par rapport à la route par le canal de Suez et va mettre l'Atlantique, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, à très peu de temps de la Chine. L'Atlantique va devenir l'arrière-cour de la Chine lorsque la banquise aura fondu. Donc il peut y avoir des bénéficiaires de ce type de transformation, et si Poutine freine des cas de fer dans les négociations climatiques, c'est parce que la Russie, en tant qu'État-nation, qui vit dans des territoires du Nord et qui a des ressources fossiles énormes qu'elle compte bien encore exploiter, a des intérêts objectifs au changement climatique. Donc il ne faut pas penser en termes de « on est tous foutus, on est tous dans le même bateau », il va y avoir des gagnants et des perdants. Une illusion grave, c'est de laisser croire que ce serait surtout les pays du Sud, les pays dits en développement, qui allaient subir les effets du réchauffement climatique. Paradoxalement, j'aurais tendance à dire que ce sont plutôt les pays du Nord, les pays de la première industrialisation, qui sont beaucoup plus dépendants de la technique, et que si on supprime l'électricité pendant des jours en hiver dans une ville, eh bien les Européens auront beaucoup plus de mal à gérer ça que des sociétés du Sud qui peuvent être plus résilientes. Donc ça, c'est une chose. Il y a eu aussi des rapports, notamment il y a un rapport d'un des vice-présidents de la Banque mondiale, Nicolas Stern, en 2006, qui a montré que si on ne faisait rien pour lutter vraiment contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre 1 à 2% du PIB mondial actuellement, eh bien à l'horizon 2050, il y risque d'y avoir une perte, liée notamment à toutes les catastrophes, de l'ordre de 5 à 20% du PIB mondial. Donc même si on ne veut pas décroître spontanément, la décroissance, elle viendra par les catastrophes. Pour chiffrer donc ces 5 à 20% de chute du PIB, c'est comme s'il y avait en même temps la crise de 29 et les 2 guerres mondiales réunies. Donc il faut agir le plus vite possible pour ralentir le phénomène, sachant que le phénomène, il aura de toute façon en partie lieu. Pour nos enfants et nos petits-enfants, il faut arrêter d'émettre pour que le climat soit moins dégradé, il le sera forcément un peu, mais moins dégradé qu'il ne risque de l'être dans 50 ou 100 ans. Tout simplement, on fait du lien pour éviter que quand les tempêtes arrivent, on se tape sur la gueule. Pour rester debout, ne pas s'effondrer déjà tout seul, et pour rester debout quand ça va secouer, il faut se tenir les uns les autres, et en fait, pas seulement les humains, sinon on tombe direct. Il faut se tenir, il faut recultiver ces liens d'interdépendance radicale, comme dit Joanna Macy, avec les autres humains. Ce sont des alliés, il y a des questions des alliances stratégiques avec les autres humains qui sont indispensables. Si on ne voit pas ça, on est foutu. Chaque programme de colonisation de Mars prévoit à chaque fois la colonisation dans les 20 prochaines années. À chaque fois c'est décalé. Et donc le programme le plus avancé à l'heure actuelle, vous en avez tous entendu parler probablement, c'est le programme d'Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla et de SpaceX, et qui a déjà envoyé une voiture Tesla en direction de Mars. Il prévoit d'envoyer plusieurs centaines de milliers d'humains sur Mars à l'échelle de 50 ans. Vous avez déjà vu, c'est cette voiture Tesla en train de voyager actuellement vers Mars, qui a été envoyée il y a 1 an, et avec un mannequin à bord qui écoute David Bowie, Space Oddity, ce qui est une aberration parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de son dans l'espace. Mais bon, il y a quand même Space Oddity dans l'autoradio.
Voilà, alors pourquoi Mars? En fait, la Terre a deux voisines, c'est Vénus de ce côté et Mars plus éloigné du Soleil. Vénus est une planète beaucoup trop chaude due à un effet de serre très important, aucune chance d'y aller. Par contre, Mars est trop froide, mais on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars, on peut imaginer créer une atmosphère, et on parle de terraformer Mars, c'est le concept de terraformation. Donc Elon Musk a proposé de balancer des bombes thermonucléaires sur les calottes polaires pour vaporiser de l'eau, notamment, et du coup créer un effet de serre qui réchaufferait la planète et qui permettrait de vivre sans équipement sur la planète Mars. Récemment, les scientifiques ont montré que cette hypothèse ne pouvait pas fonctionner, cette théorie ne tenait pas la route. On est bien obligé de dire que, d'après les technologies actuelles, il n'y a pas de colonisation de Mars possible. Donc finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que au lieu de transformer Mars en une planète qui ressemblerait à la Terre, on est en train de transformer la Terre en une planète qui ressemble à Vénus. La conquête de l'espace, par certains côtés, le côté scientifique est très intéressant d'aller sur Mars, mais par certains côtés, chez nos décideurs, procède un peu de ce côté c'est pas si grave, on va en trouver une autre. Alors qu'on sait très bien que non. On sait très bien que peut-être qu'il y a d'autres planètes habitables. Déjà, elles ne sont pas dans le système solaire, et donc il va falloir des millions d'années pour y parvenir. C'est pas à notre échelle, c'est pas possible. Donc la planète a une enveloppe, c'est un cocon dans lequel on vit, et c'est le cocon, on n'a pas le choix en fait, il faut le préserver. Sinon, c'est la disparition de l'humanité. Pour arriver à instruire un crime d'écocide, il va falloir utiliser des outils scientifiques qui doivent devenir des normes, des limites qui permettent de chiffrer des seuils au-delà desquels nous rentrons dans un état planétaire qui devient non sûr, qui devient dangereux, en particulier pour l'humanité. Sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'extinction 100 fois supérieur à ce qu'il était avant 1900, il s'agit de la limite en lien avec la modification d'usage des sols, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en termes de déforestation, sachant qu'il y a des boucles de rétroaction entre la déforestation et le climat. Une autre limite en lien avec l'usage de l'azote et du phosphore, savoir combien effectivement on peut se permettre de mettre dans des sols que nous avons tués à coups de biocides, à coups de pesticides, et que nous sommes obligés d'enrichir pour qu'ils restent entre guillemets vivants. Et puis des limites donc sur les rejets écotoxiques, sur la pollution, sur l'usage de l'eau douce, sur le niveau d'acidification de l'océan, qui est la deuxième pompe à carbone du monde et que l'on oublie aussi, qui est la pompe bleue. Nous avons une pompe verte, qui sont la ceinture de forêt sur l'équateur, et nous avons une pompe bleue qui est l'océan et qui capture le carbone en excès dans l'atmosphère et qui s'acidifie à cause de cela. Toutes ces limites pourraient devenir des normes et encadrer l'activité industrielle et imposer effectivement à l'activité humaine de respecter l'écosystème Terre. Tout à l'heure, on en parlait avec Valérie Cabanès, des outils du droit, ou peu importe, il y a plein d'outils, ou même à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour empêcher la destruction du vivant. Donc il y a vraiment des luttes, des fronts de lutte, et une résistance à nourrir, à continuer, et c'est difficile. Donc il faut prendre soin aussi de cette résistance. Ça, c'est le premier axe. Et il faut le faire en même temps, et c'est pas l'un ou l'autre, en même temps qu'un autre axe qui est de créer des alternatives et d'expérimenter. Ce qu'on disait tout à l'heure, les jeunes pousses, même dans le dissensus. Même si elles sont contradictoires, il faut y aller dans tous les sens. Et donc on a besoin des deux. Souvent, on nous dit, mais c'est l'un ou l'autre. Tu peux pas... Il y aura des luttes, tu devras lutter, ouais, mais il faut créer des alternatives. Et donc on oppose, je sais pas moi, les gentils éco-villages bisounours aux zadistes dans la lutte, aux survivalistes super méchants. Et tout ça, c'est des étiquettes qui recloisonnent et qui recréent du ou. C'est ou ça, ou ça. Et ça, c'est le ou, c'est très masculin. Et donc la pensée du féminin, justement, l'archétype féminin, c'est le et. À amener du et, c'est de dire maintenant, il y a un front de lutte et une création d'alternatives. Et ce qui est génial à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'il y a les deux. Et c'est même, il y a les trois. Et le troisième axe, c'est un changement radical de conscience
C'est la voix intérieure, c'est la spiritualité, c'est plein de choses. On peut mettre plein de mots, on s'en fout. Le rapport au monde, comment parler, dialoguer avec les salamandres ou peu importe. C'est tout ça. Et c'est retrouver, enrichir aussi notre monde intérieur. Et il faut faire les trois. Il faut le faire en même temps. Le problème, c'est que chaque axe prend des années à mettre en place. Il faut faire les trois en même temps. Et on n'a pas des années, il faut le faire maintenant. Voilà la difficulté. On sait, mais on ne fait rien. Ça ne sert à rien tout ça. Sauf que, il y a un moment, il y a un climat, ça devient un peu électrique, et peut-être qu'il y a une petite étincelle à un moment qui va faire que la société civile va balayer tout ça. L'écologie sociale, c'est principalement deux choses. C'est une théorie politique, une critique sociale radicale qui met en lien les problèmes écologiques et sociaux. La thèse, c'est que les désastres écologiques ont leur origine justement dans les injustices sociales et qui découlent elles-mêmes de rapports de domination. La domination des hommes sur les femmes, la domination des humains sur la nature ou tout ce qui est non humain, et la domination des humains sur d'autres humains, à travers des questions de classe, d'ethnie, etc. La crise écologique qu'on connaît a pour origine aussi un déficit démocratique, la centralisation du pouvoir à la fois géographique et politique. Et donc l'écologie sociale propose véritablement un nouveau paradigme politique qui est justement la résorption des problèmes écologiques par la reprise en main véritablement des décisions et du pouvoir de décision par la base à travers des assemblées populaires, que chaque individu, chaque habitant puisse reprendre le pouvoir d'agir à l'échelle de son quartier, de son village, de sa ville, pour redéfinir la question des besoins et savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on désire faire ensemble et comment on fait ensemble.